La dernière fois, vous avez parlé un peu du problème qu'ont à résoudre les gens qui essaient de construire ce qu'on peut appeler une simulation positiviste des mathématiques telles qu'elles se présentent dans l'expérience du mathématicien. Villemin parle à ce propos d'une mimétique positiviste. Et comme on le verra dans un instant, une question qui se pose tout à fait explicitement est celle de savoir ce que cette simulation imite au juste. Est-ce que ce qu'elle imite, est-ce que ce sont bien les mathématiques ou est-ce que ce ne serait pas plutôt déjà une sorte d'image dégradée des mathématiques? Alors à propos donc de ce que les positivistes essaient de faire, il pose la question qui est formulée sur l'écran: est-ce la réduction positiviste à une seule espèce ou au contraire la différenciation réaliste qui est le plus conforme à l'expérience du mathématicien au travail? Le certificat de conformité est critère de vérité, mais d'une vérité philosophique non mathématique. Alors, est-ce que ce sont les positivistes qui ont raison dans l'espèce de réduction à l'unité entre, disons, qu'ils essaient d'opérer entre les moyens qu'on appelle idéaux et les moyens réels, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt les réalistes qui donnent en tout cas l'impression de se comporter d'une façon qui semble, au moins à première vue, beaucoup plus conforme à l'expérience du mathématicien? Et c'est à propos de ça que Villemin fait un usage dont j'avais signalé qui est un petit peu étrange du concept de vérité philosophique. Il soulève en effet une question qui a tout à fait lieu d'être, qui est la question suivante: est-ce que l'image que les positivistes essaient de construire, est-ce qu'elle doit respecter simplement la vérité des propositions mathématiques, c'est-à-dire est-ce qu'elle doit être en mesure de faire correspondre, ça semble être le minimum, de faire correspondre à chaque proposition vraie de l'original, c'est-à-dire des mathématiques telles qu'elles se présentent à première vue, une proposition vraie de l'image, hein. Ou bien est-ce qu'on n'est pas en droit d'exiger plus que ça, c'est-à-dire que l'image fasse justice qu'elle respecte également ce que Villemin appelle l'apparence du vrai, c'est-à-dire la manière dont le vrai se présente au mathématicien dans son expérience. Et c'est à ce propos-là donc qu'on voit apparaître ici ce curieux concept de vérité philosophique, puisque Villemin a l'air de dire que la conformité à la façon, avec la conformité de l'image, la capacité qu'a l'image de rendre justice non pas seulement à la vérité des propositions mathématiques, mais à la manière dont cette vérité se présente dans l'expérience, il a l'air de considérer que ça relève de quelque chose qui doit être appelé non plus la vérité mathématique, puisque pour ce qui est de la vérité mathématique, c'est une chose qui a été convenablement respectée, mais il s'agirait, dit-il, d'une vérité qui devrait être appelée plus justement vérité philosophique. En ce qui concerne la tentative à laquelle se livre le positiviste, Villemin insiste sur le fait qu'il faut lui laisser une chance de démontrer qu'il est capable de faire ce qu'on lui demande. Donc il n'est pas question de disqualifier a priori son entreprise, même si c'est une chose qu'on fait très souvent. Mais en même temps, la situation du positiviste risque d'apparaître comme passablement désespérée et son sort comme définitivement scellé dans les faits si on doit admettre que l'image qu'il propose non seulement n'est pas adéquate, mais se trompe en réalité sur ce qu'il faudrait réussir à imiter. Or, c'est bien ce que Villemin suggère dans le cas de Carnap, quand il dit par exemple ceci: ce ne sont ni l'objet ni l'indice de la foi réaliste, mais leur travesti logiciste que le positivisme imite et remplace. Donc ici, le positivisme est soupçonné fortement d'imiter non pas l'objet de la foi réaliste, c'est-à-dire le monde des mathématiques tel qu'il se présente à un réaliste, hein, mais d'imiter quelque chose qui est déjà un travestissement, hein, ce que Villemin appelle le travesti logiciste. Ce qu'il imite donc est une image elle-même déformée de la pratique mathématique et de la foi réaliste qui pour Villemin, soutient et inspire cette pratique. D'où la question qu'on est amené inévitablement à se poser, en dehors de la possibilité qu'il a de se convertir, lui aussi, à la conception réaliste, que pourrait et que devrait faire l'adversaire du réalisme, en l'occurrence le positiviste, pour avoir une chance de réussir à imiter et à remplacer à la fois l'objet et l'indice de la foi, pour les désigner comme le fait Villemin. Vous voyez quel est exactement le problème. D'un côté, Villemin tient par-dessus tout à ce qu'on lui laisse une chance
de démontrer qu'il est en mesure de faire ce qu'il prétend faire, et de l'autre, on a l'impression par moment qu'en réalité, la seule issue qui lui est offerte est celle qui consisterait à se convertir purement et simplement au réalisme, puisque, en fait, en guise d'imitation, il ne produira jamais qu'une imitation qui n'est même pas véritablement une imitation de l'original, mais plutôt une imitation de quelque chose qui est déjà une image qui est en fait un travestissement. Bien entendu, quand je pose la question que devrait faire au juste le positiviste, à part peut-être se convertir, on pourrait être tenté de répondre que c'est justement à lui d'essayer de savoir ce qu'il devrait choisir de faire. Mais en même temps, le réaliste semble bel et bien savoir, et non pas simplement croire, que le positiviste ne peut pas faire ce qu'on exige de lui, et il semble savoir aussi pourquoi. Vous avez cette déclaration de Villemin que j'avais déjà citée, des œuvres sans la foi, en l'occurrence il s'agit de la foi réaliste du mathématicien au travail, des œuvres sans la foi peuvent-elles imiter les œuvres de la foi jusqu'à l'indiscernabilité? Alors évidemment c'est une déclaration qui est un petit peu curieuse, parce que si on admet que quelqu'un qui essaie de se dispenser de la foi réaliste ne pourra être amené dans le meilleur des cas qu'à produire une image des mathématiques, il n'est pas raisonnable d'exiger que l'image soit indiscernable de l'original. Du simple fait qu'il s'agit d'une image, on est obligé de conclure qu'il n'est pas honnête d'exiger l'indiscernabilité par rapport à l'original. Alors la réponse que Villemin suggère à cette question est clairement négative, aussi bien en général, c'est-à-dire de façon générale, les œuvres sans la foi, d'après lui, semble-t-il, ne peuvent pas imiter jusqu'à l'indiscernabilité celle de la foi. Donc c'est vrai pour les œuvres de la foi en général, et c'est vrai également à ses yeux pour les œuvres mathématiques, c'est-à-dire les œuvres qui s'appuient sur ce qu'il appelle la foi réaliste dans l'existence des objets intelligibles, du genre d'objets intelligibles que les propositions mathématiques donnent l'impression de décrire. Donc la réponse est négative, en tout cas elle l'est en ce qui concerne le positivisme, mais s'il ne peut pas être question d'indiscernabilité, encore une fois pour la raison qu'une image est toujours une image et rien de plus, s'il ne peut pas être question d'indiscernabilité, quel est exactement le genre et le degré de ressemblance dont on serait prêt à se satisfaire et qui permettrait de considérer que le positivisme, tout en restant ce qu'il est, a fourni les preuves dont la charge lui incombe. Donc quel serait le critère qui permettrait d'admettre qu'il a, dans les faits, réussi bel et bien à faire ce qu'on lui demandait? Alors, je vais laisser de côté pour le moment cette question et en arriver un peu plus directement à ce dont j'étais censé traiter pour le moment, c'est-à-dire la question des moyens de comparaison exacts qu'on a pour évaluer les systèmes, pour évaluer les prétentions respectives des différents systèmes philosophiques. Et là, il y a un problème extrêmement important enfin, pas seulement un problème, c'est également un obstacle majeur à la comparaison que Villemin met en avant, qui est celui cette objection majeure donc est celle de la traduction radicale qui selon lui, a pour résultat d'instaurer une sorte d'incomparabilité entre les différents systèmes philosophiques, c'est-à-dire les différents systèmes philosophiques en compétition. Dans le cas précis, nous sommes en train de parler de la compétition entre le réalisme et le positivisme, mais c'est vrai de façon tout à fait générale. Pour que les systèmes philosophiques soient comparables, il faudrait qu'ils soient traductibles les uns dans les autres. Or, d'après Villemin, ça n'est pas le cas. Donc il y a un problème qui s'apparente à qui est du genre de ce que Cohen a appelé le problème de la traduction radicale. Villemin donc pense qu'il y a une indétermination de la traduction. Il l'explique tout à fait clairement dans le passage que vous avez sous les yeux. Puisque les systèmes philosophiques sont nés et se développent dans le conflit, une part importante de leur rôle est de donner une image et une réfutation des systèmes rivaux. Donc, il n'est pas question de dissuader les philosophes de discuter entre eux et d'essayer de se réfuter les uns les autres, même si, comme on le verra, quand ils font ce genre de choses, ils sont dans l'illusion, ils sont victimes d'une certaine sorte d'illusion.
Par exemple, ils croient qu'il est possible de réfuter leurs rivaux, mais j'ai déjà eu l'occasion d'insister à maintes reprises sur le fait que, aux yeux de l'historien de la philosophie, c'est une entreprise sans espoir. Mais comme ils sont nés dans le conflit, donc ils sont par la force des choses contraints d'essayer de démontrer que ce sont eux qui ont raison et que les systèmes rivaux ont tort. Donc, puisque les systèmes philosophiques sont nés et se développent dans le conflit, une part importante de leur rôle est de donner une image et une réfutation des systèmes rivaux. Donc pour réfuter un système rival, ils vont être obligés de commencer par construire une image de ce système rival dans leur propre système. Et c'est là que va se poser ce problème de l'indétermination de la traduction. Villemin dit, quand un philosophe traduit, entre guillemets, dans son langage, un système qui est éloigné du sien propre à l'intérieur de la classification, on ne doit pas s'attendre à ce que ou bien les significations ou bien les valeurs de vérité des assertions originales soient préservées. Donc là, il y a un problème majeur qui se pose aux yeux de Villemin. Il n'y a pas de garantie que aussi bien les valeurs de vérité que les significations, qu'il y ait la conservation des valeurs de vérité, et ça semble un minimum qu'on est en droit d'exiger dans la reconstruction, donc que chaque système essaie de faire des propositions des systèmes rivaux. Il faut encore une fois qu'à une proposition vraie de l'original corresponde une proposition vraie de l'image, mais est-ce que nous pouvons être certains que les significations des propositions originales vont pouvoir elles-mêmes être conservées? Les traductions radicales philosophiques, dit Villemin, ont effectivement une prétention forte à l'indétermination. Donc oui, ce n'est pas moi qui lui impute cette idée, il soutient de façon tout à fait explicite qu'on est en présence donc d'un problème de traduction radicale. Les traductions radicales philosophiques ont effectivement une prétention forte à l'indétermination, et c'est le système plutôt que le terme, ou même l'assertion, qui est reconnue par la classification comme l'unité qui se prête à la comparaison. Ce qui veut dire qu'on peut comparer des systèmes pris comme des tours, enfin on le peut peut-être, mais ce qui est certain, c'est qu'on s'expose à un risque sérieux d'incompréhension quand on essaie de comparer des éléments pris séparément. Quand on essaie de comparer, par exemple, des termes, c'est-à-dire des concepts ou des propositions appartenant à des systèmes différents. Un système philosophique devrait, par conséquent, être, dans tous les cas, pris réellement comme un tout. Il ne deviendra intelligible, nous dit Villemin, je cite, qu'à travers la relation de ces différents thèmes philosophiques à un principe suprême. Donc, la seule façon de comprendre un système philosophique, c'est de comprendre de quelle façon ces différents thèmes philosophiques se rapportent à un principe suprême. Et Villemin cite à ce propos l'adage de Leibniz, in civile est nisi tota lege inspecta judicare, ce qui veut dire à peu près on commet une violence si on juge sans avoir considéré de près la loi dans sa totalité. Pour prendre un exemple que Villemin a étudié de près, donc il s'agit du cas qu'il a traité dans un livre déjà ancien qui date des années 60, qui s'appelle toujours d'ailleurs, excusez-moi, Mathématiques et métaphysique chez Descartes, donc un livre qui est paru en 1960 aux presses universitaires de France. Pour prendre donc cet exemple, auquel d'ailleurs j'avais déjà fait allusion, Villemin a examiné de près le problème suivant. Quand on se demande pourquoi Descartes, si on met à part l'optique, a construit un système de la nature qui ressemble finalement plus à un roman qu'à un traité de physique. On obtient, selon lui, la réponse cherchée si on est capable de reconnaître que le divorce entre son programme et la réalisation de celui-ci provient d'un préjugé philosophique, ou en tout cas d'une décision philosophique initiale. Donc à l'origine de ce divorce, il y a une décision qui est une décision première, en quelque sorte, ce n'est pas du tout une décision dérivée, qui est une décision première et qu'il faut rapporter à l'adoption de ce qu'il arrive à Villemin de qualifier d'a priori, voire même de préjugé philosophique. Le programme de Descartes est en effet un programme intuitionniste, au sens dont il a été question antérieurement. Je vais vous expliquer quel était le sens élargi, l'usage élargi que Villemin faisait du terme intuitionniste. Donc le programme de Descartes est un programme intuitionniste et, selon Villemin, je cite, c'est parce que, en mathématiques comme en métaphysique, Descartes admet un principe suprême intuitionniste, je crois que j'ai reproduit le texte, oui, c'est parce qu'en mathématiques comme en métaphysique, Descartes admet un principe suprême intuitionniste qu'il s'est enfermé dans une telle conception étroite
de ce qu'était une courbe analytique et que par conséquent, il n'a pas pu construire une physique mathématique. Donc il a adopté une conception trop étroite de ce que doit être une courbe analytique pour pouvoir disposer des instruments nécessaires à la construction d'une physique mathématique proprement dite. Là réside l'importance du système sans lequel il n'y a pas d'explication thématique. Donc pour avoir l'explication des raisons pour lesquelles ça s'est passé de cette façon, c'est des raisons pour lesquelles Descartes s'est imposé des restrictions qui nous semblent beaucoup trop draconiennes et déraisonnables, eh bien il faut remonter jusqu'à la conception de son système philosophique lui-même. Alors concrètement parlant, la raison pour laquelle le programme de physique mathématique conçu par Descartes échoue réside dans sa conception trop étroite, selon l'interprétation de Villemin, réside dans sa conception trop étroite des fonctions mathématiques comme proportions exactes, c'est-à-dire comme courbes algébriques. Donc il est contraint, en vertu d'une décision qui, d'après Villemin, est une décision philosophique et non pas technique, il est contraint de s'en tenir aux courbes algébriques et d'exclure les courbes transcendantes. Vous voyez ce que dit Villemin, toutes les courbes transcendantes, dans la mesure où elles peuvent être développées en série, se situent au-delà de la portée de notre entendement comme faculté des idées claires et distinctes. Donc si l'entendement est conçu à la manière de Descartes comme étant la faculté des idées claires et distinctes, alors du coup on est obligé d'admettre que les courbes transcendantes se situent en dehors de la portée de notre entendement et la conséquence est qu'elles n'appartiennent pas à la géométrie. Et encore une fois, il s'agit d'une décision qui, dans l'interprétation de Villemin, apparaît comme une décision qui n'est pas scientifique, mais philosophique. Bien entendu, Descartes connaît, il est en mesure de traiter, dans une certaine mesure, certaines courbes transcendantes, comme la spirale logarithmique ou la quadratrice, mais il ne les accueille pas officiellement dans sa géométrie. C'est-à-dire, il a tendance à en traiter dans ses lettres, mais elles ne sont pas, comme dit Villemin, le livre porte un sous-titre qui est, je crois, de quelques courbes qui ne sont pas reçues dans la géométrie de Descartes. La géométrie, ça veut bel et bien dire la géométrie, c'est-à-dire il les reçoit, jusqu'à un certain point, mais il ne les accueille pas, encore une fois, ils n'ont pas un droit d'être reçus, ils n'ont pas le droit d'être, d'après lui, d'être reçus officiellement dans sa géométrie. Alors, toujours dans le même livre, donc Mathématiques et métaphysique chez Descartes, Villemin dit ceci: stimulé par les défis de ses adversaires, le philosophe invente souvent, comme malgré lui, des objets et des procédés nouveaux. Donc il est obligé à certain moment de transgresser les limites qu'il s'est imposées lui-même dans sa méthode. Mais ces principes font qu'il traite avec mépris ses découvertes et ne leur accorde pas droit de cité dans son univers. Il les regarde comme de simples procédés que sa méthode récuse. Donc ce sont des artifices qu'on peut se permettre jusqu'à un certain point, mais qui ne correspondent pas, encore une fois, à l'idée de la méthode. L'invention cartésienne dans les lettres vient ainsi contredire au style sévère, restreint et exclusif d'une géométrie analytique qui paraît amputée. Seules les courbes algébriques réalisent cette adéquation de l'étendue et de la fonction dont la découverte ouvre la voie aux mathématiques modernes. Ni la trigonométrie, ni le calcul infinitésimal ne sont acceptés dans l'édifice. Fin de citation. On pourrait croire, et certains ont cru que cet ostracisme qui l'amène à bannir les courbes transcendantes de sa géométrie, on pourrait croire que cet ostracisme est de nature technique. Et c'est ce que suggère, par exemple, un mathématicien comme Henri Lebesgue, que cite Villemin. Voici le commentaire de Lebesgue sur cette question. Quand Descartes accepte la cissoïde et rejette la spirale ou la quadratrice hors de la géométrie, c'est au fond, malgré les justifications souvent très faibles, parce qu'il n'est pas en mesure d'utiliser les équations qui représentent ces dernières. Donc l'interprétation de Lebesgue, c'est qu'il rejette ces courbes simplement parce que, du point de vue technique, il ne sait pas les traiter. Quand Descartes accepte la cissoïde et rejette la spirale ou la quadratrice hors de la géométrie, c'est au fond, malgré les justifications souvent très faibles, parce qu'il n'est pas en mesure d'utiliser les équations qui représentent ces dernières, il sait utiliser les équations algébriques. L'étude des équations algébriques fera partie de sa géométrie. Donc, d'après Lebesgue, il a réduit sa géométrie, en ce qui concerne les courbes, à l'ensemble des courbes qu'il était capable de traiter. Il rejette donc, dit-il, des mathématiques ce qu'il ne peut traiter. Donc le principe général de l'explication serait qu'il a exclu des mathématiques ce qu'il n'avait pas les moyens de traiter de façon satisfaisante. Villemin n'est pas d'accord avec cette interprétation. Il estime que
même s'il y a bien un fondement technique à la distinction entre les courbes que Descartes légitime et celles qu'il rejette, donc il y a bien un fondement technique, l'explication n'en reste pas moins insuffisante. Donc l'explication technique est insuffisante. Pour avoir une explication réelle, il faut, dit Villemin, tenir compte du fait que bien plus qu'une théorie du parallélisme entre fonctions et courbes, la géométrie de Descartes est d'abord une conception des proportions qui reste liée à la métaphysique cartésienne dans son ensemble. Ici, à nouveau, intervient le système dans son principe et dans sa totalité. Aux yeux du philosophe, dit Villemin, l'invention de la géométrie analytique paraît secondaire par rapport à l'invention d'une méthode universelle de pensée contenue, comme je le montrerai, dans la théorie générale des proportions. Alors il y a un passage peut-être que je pourrais encore vous citer pour éclairer un peu ces questions sans entrer quand même trop dans les détails qui sont un peu techniques. Oui, je vais quand même vous citer un passage qui a trait à une distinction qui a un rapport tout à fait direct avec la distinction des courbes algébriques et des courbes transcendantes, c'est la distinction entre les constructions mécaniques et les constructions graphiques. Alors, page 87-88, Villemin dit ceci: l'opposition graphique mécanique se rattache chez Descartes à l'opposition exacte-inexacte, en ce sens que selon lui, il faut, comme le faisaient les Grecs, partir des courbes données comme lieu de point, les transcendantes ne formant pas à proprement parler des courbes, puisqu'elles ne peuvent être construites que par points discrets et qu'il est impossible d'en atteindre un point quelconque. Ça, c'est le problème spécifique que posent les courbes transcendantes. Si peu satisfaisante que soit pour nous cette représentation, elle inspire tout le cartésianisme et elle est la raison des exclusives qu'il prononce. C'est parce qu'on a cru à la primauté du thème de la géométrie analytique qu'on a cru que Descartes, identifiant nombre et point, partait des points, c'est-à-dire des nombres, pour construire la droite. Or, cette représentation, qui sera celle de ses successeurs, n'est point sienne. Son principe est celui des proportions exactes qui doivent exister entre les quantités qu'on reçoit dans la méthode. Parmi les lignes qu'on peut tracer, il en existe de deux sortes. Il y a les courbes qui répondent à une équation algébrique, ce sont les courbes algébriques, et les autres. Les premières, c'est-à-dire les courbes algébriques, relèvent selon Descartes de constructions mécaniques, c'est-à-dire réglées, exactes et continues. Les secondes ne peuvent être construites que discontinuement par des procédés graphiques. En somme, l'intention du philosophe était de compléter ce qu'avaient entrepris les Grecs. La construction par règles et compas créait des corps d'extension où ne figuraient que des radicaux carrés. Les constructions mécaniques que reçoit Descartes étaient destinées, en langage moderne, à créer les corps d'extension algébriques en général, à l'exclusion de corps d'extension transcendants abandonnés aux procédés graphiques. On voit en quel sens restreint on peut parler de fonction dans la géométrie de Descartes, et fonctionnelle, une relation qui permet de faire correspondre à une longueur donnée une autre longueur, déduite de la première par un nombre fini d'opérations algébriques. Seule une telle relation est, selon Descartes, susceptible d'une construction par laquelle on atteindra tous les points de la courbe sans en exclure aucun. Cette possibilité assurera l'enchaînement et la continuité intuitive de la courbe sans qu'ait besoin d'intervenir des considérations infinies. Ça, c'est ça le point crucial. La droite y égale ax plus b ou la parabole y égale ax puissance 2 sont ainsi représentables comme des proportions exactes que je puis saisir intuitivement ou par déduction. Car ou bien je puis parvenir à la représentation directe de la proportion exacte qui est la mesure de la courbe, ou bien cette représentation requiert celle de l'ordre que j'ai dû suivre méthodiquement à partir des proportions les plus simples jusqu'à celles qui m'occupent présentement. Au contraire, sauf en des points particuliers qui ne les caractérisent pas comme tels, les courbes transcendantes échappent à cette détermination exacte. Dans le domaine du fini, les termes qui leur sont propres peuvent être tenus pour indéterminables dans une représentation claire et distincte. Donc, vous voyez l'explication que Villemin donne, les raisons de l'exclusion cartésienne. Encore une fois, cette exclusion est véritablement une exclusion méthodologique. Alors, cet exemple constitue pour lui une occasion de souligner un des principes fondamentaux de ce qu'on a appelé à propos de la méthode utilisée par des historiens de la philosophie comme Guéroult, le structuralisme philosophique. Un des principes
du structuralisme philosophique, et même un des principes fondamentaux du structuralisme philosophique, est que les systèmes philosophiques constituent réellement des totalités qui ne peuvent être confrontées que globalement les unes aux autres, et qui, même lorsque la terminologie utilisée est à peu près la même, n'ont pas de termes qui soient réellement communs, puisque la signification d'un élément peut changer dans des proportions non négligeables lorsqu'on passe d'un système à un autre. Donc, je dois dire que c'est le genre de thèse qui m'a toujours rendu le structuralisme philosophique peu sympathique, mais enfin ça, avec laquelle je suis en désaccord à peu près total, mais c'est en tout cas c'est une thèse qui est tout à fait importante, hein, et même centrale. Encore une fois, le terme de la comparaison, quand on essaie de comparer, le terme de la comparaison ne peut être que le système pris dans sa totalité. Il n'est pas possible d'en extraire des propositions séparées ou des concepts séparés et de les confronter les uns aux autres. C'est, comme je l'ai dit, une décision métaphysique qui, pour Villemin, impose à la géométrie cartésienne les limites étroites dans lesquelles, de notre point de vue en tout cas, elle reste volontairement cantonnée. Cette décision, dit Villemin, place l'œuvre de Descartes dans la tradition des mathématiques intuitionnistes, pour ne pas dire finitistes. C'est elle qui est responsable, en dernier ressort, du fait que Descartes rejette les expressions qui exigent un nombre infini d'opérations algébriques, comme c'est le cas dans la trigonométrie et le calcul. Une des choses que l'on peut conclure de cela est que pour ce qui concerne le traitement de l'infini, avec les conséquences qui en résultent, inévitablement pour tout le reste, la métaphysique cartésienne diffère réellement toto-générée du tout au tout de la métaphysique leibnizienne. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a réellement quand on confronte globalement l'un à l'autre le système de Descartes et celui de Leibniz, on s'aperçoit qu'ils diffèrent véritablement du tout au tout, sur ce point précis, hein, le traitement de l'infini. Vous voyez par exemple ce que dit Villemin sur ce point. Les mathématiciens n'ont jamais admis les limitations que Descartes imposait à la géométrie analytique. Les uns demanderont à un nouveau principe intellectuel, la continuité, de légitimer l'introduction de l'infini dans les opérations du « je pense ». Les autres feront de cette continuité une propriété étrangère à notre entendement et liée à notre sensibilité. Ce conflit, insupportable à la raison, sera le moteur des systèmes philosophiques après Descartes. Donc, Villemin attribue un rôle tout à fait décisif à ce conflit pour la suite. Ou bien, on mettra au compte d'une faculté obscure, extrinsèque à l'entendement, l'un des procédés les plus féconds du raisonnement mathématique, ou bien on devra attribuer à l'entendement même une faculté incompatible avec les critères rigoureux de la lumière naturelle. Descartes est demeuré étranger à ce conflit, sauf peut-être lorsque, pressé de légitimer le principe de causalité qu'il utilise dans la preuve par les effets, il répondra à Arnaud par un passage à la limite. Même alors, la métaphysique cartésienne n'a rien de commun avec la métaphysique leibnizienne. Vous voyez, ça c'est à prendre tout à fait à la lettre. Encore une fois, Villemin, assez souvent, va jusqu'à l'idée d'une espèce d'incommensurabilité entre les systèmes philosophiques opposés, hein, en l'occurrence entre le système cartésien et le système leibnizien. On pourrait avoir l'impression qu'il s'agit de deux systèmes qui ont été construits à peu près à la même époque. Enfin, évidemment, celui de Leibniz est quand même tout de même un peu postérieur, mais on pourrait avoir le sentiment qu'ils appartiennent en gros à la même époque de la philosophie, qu'ils traitent des problèmes qui sont sensiblement les mêmes et que par conséquent, ils devraient pouvoir être confrontés de façon plus ou moins directe. On devrait pouvoir évaluer les mérites respectifs de chacun des deux. Et vous remarquerez que c'est bien comme ça que les philosophes eux-mêmes perçoivent la situation. Leibniz a bien l'impression de traiter les mêmes problèmes que Descartes et de proposer des solutions qui sont meilleures que les siennes. Mais Spinoza, la même chose. Bon. Mais encore une fois, le point de vue de l'historien est différent. Le point de vue de l'historien est qu'en réalité, il y a, sinon la certitude, du moins le risque que, tout en croyant traiter véritablement des mêmes problèmes et formuler des assertions qui ont la même signification, mais qui vont en sens contraire, c'est-à-dire qui se contredisent, il y a le risque que peut-être ils parlent en réalité de choses sensiblement différentes. Alors donc, cette question de l'infini, Villemin dit, si chez Descartes l'infini est premier par rapport au fini, c'est à titre d'idée et non de méthode, de présence et non de puissance. Il n'est pas question d'accorder le droit de cité à l'infini dans la méthode elle-même, en dépit du fait que du point de vue
du point de vue métaphysique, comme le dit Villemin, c'est tout à fait exact, l'infini est premier par rapport au fini, parce que le fini a le statut d'une négation. L'infini, c'est la négation de l'infini. Quant à ce que Descartes appelle l'indéfini, c'est une négation de négation, puisque c'est la négation du fini. Le fini est la négation de l'infini, l'indéfini est la négation du fini. Donc, encore une fois, c'est une négation de négation. Malgré ça, donc, en dépit du fait que l'infini a tout à fait droit de cité, même plus que droit de cité dans la métaphysique cartésienne, Descartes n'admet pas, donc Descartes refuse de lui octroyer un rôle positif au niveau de la méthode. Et la conclusion de Villemin dans ce passage est celle que vous avez sous les yeux. Sur ce point, dit-il, le cartésianisme est tourné vers le passé, non vers l'avenir. Le moi se découvre comme faculté d'ordre, mais sans pouvoir créateur, et c'est en rompant avec Descartes pour déclarer que Dieu est idéal de la raison pure, donc c'est en rompant avec Descartes pour déclarer que Dieu est idéal de la raison pure que Kant et Fichte fonderont la philosophie moderne. Bon, là aussi, Villemin dit, à mon avis, beaucoup de choses, et même un peu trop de choses en une seule phrase, mais bon, je ne vais pas m'attarder pour le moment sur ce genre de choses. Comme vous avez pu le constater, Villemin pense que les extensions et les développements qui sont apparus rapidement comme indispensables et inévitables dans les mathématiques elles-mêmes, il pense que ces extensions et ces développements ont déterminé largement la logique des choix philosophiques sur la base desquels ont été construits les systèmes philosophiques qui sont apparus par la suite. Encore une fois, cette nécessité de déborder, du point de vue mathématique, les limites, les barrières qui avaient été dépassées, les limites qui avaient été imposées par Descartes aux mathématiques. Donc, cette nécessité a joué un rôle tout à fait déterminant aux yeux de Villemin dans les choix philosophiques qui ont été effectués, qui ont dû être effectués dans la suite de l'histoire. Comme il le dit, ça c'est tout à fait typique de son attitude, on est en droit d'attendre du renouvellement des méthodes mathématiques le renouvellement des problèmes qui se posent aux philosophes. Donc, ça c'est une chose à laquelle il tient particulièrement. Il n'est pas concevable qu'à un renouvellement déterminant, un renouvellement essentiel des méthodes mathématiques ne corresponde pas à un renouvellement de la philosophie via un renouvellement des problèmes que le philosophe va se trouver obligé lui aussi d'affronter, c'est-à-dire les problèmes de renouvellement qui interviennent dans les méthodes des mathématiques ont nécessairement des incidences philosophiques tout à fait essentiel. Ce qui, évidemment, soulève la question de savoir quel traitement il faut appliquer aux philosophes qui donnent l'impression de ne tenir aucun compte des changements de cette sorte et qui estiment que la philosophie n'a de façon générale pas à se préoccuper spécialement de ce qui se passe dans les mathématiques et même pas non plus dans les sciences en général. Là, il y a un point tout à fait crucial parce que si vous considérez les philosophies qui ont compté dans les dernières décennies, il n'y en a pratiquement aucune qui ait accordé une importance notable aux mathématiques, voire même à la science en général. Mais je n'ai pas besoin de vous expliquer de façon détaillée ce que Villemin pensait de manière générale de l'état de la philosophie contemporaine, notamment pour cette raison. Donc son attitude à lui est que, encore une fois, le renouvellement des méthodes scientifiques, et en particulier des méthodes mathématiques, doit nécessairement, si les philosophes sont conscients de leurs obligations, doit nécessairement induire un renouvellement des problèmes philosophiques. Et dans son petit livre sur Descartes, donc Mathématiques et métaphysique chez Descartes, il annonçait que ce problème, donc celui de l'incidence que le renouvellement des méthodes mathématiques peut avoir sur le renouvellement de la problématique philosophique, il annonçait que ce problème ferait l'objet d'un livre qu'il était en train de préparer. C'est le livre dont je vous ai déjà parlé, c'est l'énorme livre intitulé Philosophie de l'algèbre. Non, malheureusement, seul le volume 1 est paru. Je crois qu'il est paru en 1962, donc Villemin était en train d'y travailler à ce moment-là. Autant que je puisse en juger, il n'a jamais varié dans sa conviction que la philosophie et les sciences ont un besoin essentiel l'une de l'autre pour exister et se développer. Et c'est sûrement cette conviction et la pratique particulièrement
exigeantes et astreignantes de la philosophie qu'elle implique, qui ont été pour une part essentielle responsables de l'isolement et de l'ignorance dont il a été victime et du peu d'attention qui a été accordée à son œuvre dans l'univers de la philosophie française contemporaine. Inversement, lui-même, comme je viens de le dire, avait tendance à considérer qu'une bonne partie de la philosophie en question avait tout simplement cessé d'être réellement de la philosophie. Il pensait en tout cas que notre époque, qui est celle de la science, n'a pas, il s'en faut de beaucoup, le genre de philosophie que cela impliquerait. Villemin et Granger ont créé à 2 reprises, parce que c'est une revue intitulée L'âge de la science, c'est un rapport direct avec cette question. C'est une revue qui est née et qui est morte 2 fois. La première fois, elle a été publiée par Duno, la deuxième fois par les éditions Odile Jacob. Et l'inspiration, donc l'idée qui a inspiré cette revue était l'idée qu'il faudrait que notre époque essaie d'avoir enfin une philosophie qui soit à la hauteur de sa science. C'est-à-dire une philosophie qui corresponde vraiment aux exigences constitutives d'une époque qui mérite d'être appelée l'âge de la science. Quand on s'interroge sur la façon dont on pourrait espérer réussir à décider entre les systèmes philosophiques, on se rend compte immédiatement qu'il faut renoncer à extraire un principe de décision d'une comparaison entre des classes de systèmes dont les traductions réciproques risquent d'être indéterminées. Alors, la décision donc est rendue extrêmement problématique, pour ne pas dire impossible, par l'existence de ce problème de l'indétermination de la traduction. Pour pouvoir aboutir à une décision, il faudrait qu'il existe une base linguistique commune dans laquelle tous les systèmes philosophiques puissent être traduits de façon univoque et ensuite confrontés les uns aux autres. Or, d'après Villemin, rien de tel ne peut être envisagé. Et c'est l'indétermination qui rend impossible ce genre de choses, qui constitue en même temps la garantie de ce que Villemin appelle l'indépendance relative de la philosophie par rapport aux sciences. On ne peut pas non plus essayer de tester les systèmes philosophiques en compétition en les confrontant à une base linguistique qui serait constituée par exemple par ce que dit la science. Il faut renoncer à une opération de traduction parfaitement univoque et déterminée qui pourrait utiliser soit le langage ordinaire, soit un langage plus sophistiqué et plus précis qui serait le langage de la science. Donc il y a une indépendance, il y a ce que Villemin appelle une indépendance relative de la philosophie, non pas seulement par rapport au sens commun, mais également par rapport aux sciences. Il n'existe en effet aucune possibilité réelle de comparer objectivement entre les systèmes philosophiques pour ce qui est de leur capacité de faire face à une difficulté provenant d'un changement intervenu dans les sciences, ou en tout cas la comparaison, pour autant qu'elle puisse être effectuée, ne permet pas d'aboutir à une décision incontestable. Donc encore une fois, on ne peut pas espérer que l'évolution des mathématiques permettra un jour de trancher définitivement entre le réalisme et l'intuitionnisme. Alors en ce qui concerne les relations qui existent entre l'indétermination et ce que Villemin appelle l'indépendance relative de la philosophie, vous voyez ce qu'il dit dans ce passage, cette indétermination est la garantie de l'indépendance relative de la philosophie, assurément, en vertu de l'origine commune de l'axiomatique et de la philosophie, il y a des échanges réciproques entre les lois scientifiques positives et les conceptions philosophiques correspondantes des lois. Donc entre deux choses comme les lois scientifiques positives et les conceptions philosophiques de ces lois, il y a des échanges réciproques. Ce n'est pas un simple hasard que l'empirisme, ce n'est pas par un simple hasard, que l'empirisme sceptique est une philosophie de physicien, alors que personne n'était autorisé à entrer dans l'académie de Platon s'il ne s'y connaissait pas en géométrie. Donc les modèles scientifiques et les références scientifiques sont différents. L'empirisme sceptique est plutôt, effectivement, est plus souvent une philosophie de physicien, alors que le platonisme est plutôt une philosophie de mathématicien. Une philosophie, ça c'est ce qu'on peut dire de façon générale, une philosophie qui n'est plus nourrie par la science décline et se flétrit en scolastique. C'est ce que pense Villemin. Néanmoins, les lois scientifiques ne déterminent jamais de façon unique les concepts philosophiques. Donc il y a une indépendance des concepts philosophiques par rapport aux lois scientifiques. Les systèmes philosophiques, et a fortiori les classes de systèmes philosophiques, ne sont jamais confrontés directement
avec les lois scientifiques comme avec des expériences cruciales. Donc on ne peut pas se servir des lois que la science découvre comme d'expériences cruciales permettant de départager les conceptions philosophiques. En conséquence, conclut Villemin, aucune découverte scientifique n'est par elle-même en mesure de forcer une décision philosophique. Et on a vu que la découverte des résultats d'incomplétude par Gödel était elle-même dans ce cas. Elle ne permet pas plus que d'autres découvertes, de faire ce que Villemin appelle d'effectuer le genre de choses que Villemin appelle forcer une décision philosophique. On pourrait croire que même si l'évolution des sciences ne permettra jamais de conclure à la vérité d'un système philosophique particulier, elle pourrait permettre au moins, dans certains cas, de réfuter un système ou tous les systèmes appartenant à une classe déterminée de systèmes. Mais d'après Villemin, il n'en est rien. Effectivement, l'histoire de la philosophie abonde en exemples de doctrines qui ont pu paraître à un moment donné réfutées et ont été considérées comme fausses, et même parfois comme absurdes, mais ont semblé redevenir pertinentes, plausibles et fécondes en raison d'un changement intervenu plus tard dans les sciences. Vous voyez par exemple cet exemple que Villemin évoque dans le passage que vous avez sous les yeux. Les systèmes, dit-il, et les classes de systèmes philosophiques ne sont jamais réfutés positivement par l'actualité scientifique. Donc, encore une fois, j'ai déjà eu l'occasion d'y insister à différentes reprises, il n'y a pas place en philosophie pour des réfutations proprement dites. Les systèmes et les classes de systèmes philosophiques ne sont jamais réfutés positivement par l'actualité scientifique. Quand la mécanique classique a gagné en autorité, Leibniz a tourné en ridicule le bonhomme Épicure. L'expression est entre guillemets, comme il se doit. L'atomisme était alors défendu uniquement sous la forme respectable de ces versions classiques telles qu'elles sont données par Leucippe et Démocrite, pour lesquelles toutes les espèces de dimensions pour les atomes et toutes les espèces de formes atomiques existent dans la nature. La mécanique quantique a produit un renversement en faveur du clinamen, et il est difficile à imaginer qu'avant elle, un interprète pourrait avoir écrit à la louange d'Épicure que, citation, les atomes sont constitués d'une manière telle que les variations dans les longueurs atomiques apparaissent uniquement comme des multiples entiers de la longueur atomique la plus petite. Donc il y a un changement important qui est intervenu du fait de la mécanique quantique et qui a amené à reconsidérer sérieusement et même radicalement l'appréciation qu'on pouvait avoir envie de formuler à propos par exemple, de conceptions comme celle du clinamen. Et bien sûr, encore plus à propos de l'idée que, précisément, les longueurs atomiques, toutes les longueurs atomiques ne sont pas possibles. C'est-à-dire les seules longueurs atomiques possibles doivent se présenter comme des multiples entiers de la longueur atomique la plus petite. C'est une idée qui, évidemment, a été mise, ou je ne sais pas s'il faut dire mise ou remise en honneur, par la mécanique quantique. Et encore une fois, cela nous a amené à reconsidérer sérieusement l'attitude que nous pouvions avoir à l'égard de certaines conceptions philosophiques qui avaient pu sembler à un moment complètement discréditées. Cela montre, dit Villemin, comment des découvertes scientifiques peuvent faire revivre des concepts philosophiques usés et comment de nouvelles théories influencent l'interprétation des systèmes philosophiques. Donc il y a des possibilités de réinterprétation et du coup de réhabilitation qui apparaissent sans cesse. Un autre exemple classique et sur lequel j'aimerais m'attarder un peu pendant le temps qu'il nous reste cette semaine et la semaine prochaine, c'est l'exemple qui a trait à la question de savoir si la philosophie des mathématiques de Kant et plus spécialement sa philosophie de la géométrie peuvent être considérées comme réfutées par la découverte des géométries non euclidiennes. C'est un exemple dont on a traité je ne sais combien de fois et dont j'aimerais malgré tout vous dire quelques mots supplémentaires. On a pu penser à un moment donné que le kantisme avait été réfuté, entre guillemets, par la découverte des géométries non euclidiennes. Mais les héritiers de Kant n'ont pas tardé à découvrir des possibilités de réinterprétation qui permettaient d'affirmer qu'il n'y a probablement pas d'incompatibilité réelle entre la philosophie kantienne et l'existence d'une pluralité de géométries. En dépit des apparences. Les apparences sont que, à première vue, le kantisme
enfin le quantisme peut sembler à première vue être compatible avec l'existence d'une et une seule géométrie qui se trouvait être précisément la géométrie euclidienne. Alors cette question, la question de la compatibilité ou de la non-compatibilité du quantisme avec l'existence d'une pluralité de géométries a été traitée en particulier par Helmholtz. Helmholtz, dans des articles qu'il a publiés au cours des années 1860-1870, a défendu l'idée que les conclusions de Kant concernant le statut de la géométrie euclidienne, considérée par lui à la fois comme une description de l'espace physique et comme une description de l'espace visuel, Helmholtz a abouti à l'idée que ces conceptions devaient être révisées. Il a soutenu que l'applicabilité de la géométrie euclidienne à l'espace physique et à l'espace visuel n'était pas décidée a priori, mais constituait une question empirique, qui ne pouvait être tranchée par conséquent qu'empiriquement. Kant avait, de ce fait, d'après lui, commis une erreur en croyant que la nécessité des axiomes euclidiens pouvait être établie en recourant à la conception de l'espace comme forme a priori de l'intuition. L'illusion dont Kant a été victime sur ce point peut être expliquée et également excusée, aux yeux de Helmholtz, par l'état de sous-développement relatif des mathématiques et de la physiologie sensorielle, et deux choses. Il s'est trouvé simplement que le développement des géométries non euclidiennes s'est produit après la mort de Kant, et le fait que la géométrie euclidienne ait été la seule qui soit disponible au moment où il a conçu sa théorie de l'espace a eu pour conséquence que son applicabilité à l'espace lui a semblé garantie. Semblé garantie parce que dans les faits, il n'y en avait qu'une seule que l'on puisse utiliser. Helmholtz, sur ce point, invoque les travaux de Riemann, de Beltrami et les siens propres pour plaider non pas en faveur d'un abandon, mais d'une réforme du quantisme qui est devenu impossible à éviter. Donc ça, c'est un point tout à fait important. Il ne propose pas d'abandonner le quantisme, mais simplement de le réformer. Et il insiste lui-même fréquemment sur le fait qu'il est resté pour l'essentiel kantien et qu'il propose seulement de corriger le système de Kant sur un point qui, tout compte fait, est relativement accessoire. Comme cela se passe généralement en pareil cas, les kantiens orthodoxes de son époque ont rejeté comme fondamentalement inacceptable sa proposition et sa tendance à se présenter comme un héritier de Kant, et même comme un héritier plus authentique et plus fidèle à l'esprit du kantisme que les disciples attitrés du maître, car c'est effectivement ce qu'il fait. Il arrive assez fréquemment de se présenter comme étant non pas un adversaire, un ennemi de Kant, mais comme étant le véritable continuateur de Kant. Et comme c'est invariablement le cas, évidemment, les kantiens orthodoxes, ça les a rendus passablement furieux. Alors ce que Helmholtz accepte sans difficulté chez Kant est l'idée que l'espace est une forme d'intuition qui peut être appelée subjective, nécessaire ou encore possédée antérieurement à toute expérience. Ce sont des expressions que Helmholtz accepte tout à fait, donc on peut parler d'une forme d'intuition qui pourrait être dite subjective, nécessaire ou possédée antérieurement à toute expérience. Helmholtz admet que l'espace est a priori, mais il n'en résulte pas, selon lui, que les axiomes géométriques doivent l'être également. La position de Helmholtz peut être assez bien résumée dans les deux assertions. L'espace est a priori, mais les axiomes ne le sont pas. Par ce qu'il appelle la subjectivité de l'espace, il entend le fait que notre représentation de l'espace dépend de notre appareil nerveux d'une façon semblable à celle dont des qualités sensorielles comme rouge, sucré ou chaud en dépendent. Mais précisément, quand il réinterprète les notions kantiennes de connaissance transcendantale et de connaissance synthétique a priori, telles qu'elles sont utilisées par Kant, quand il les réinterprète en termes physiologiques et psychologiques et les considère comme équivalentes à la position d'une connaissance innée ou de mécanismes cognitifs innés, on peut avoir des doutes sur la possibilité qu'ils les comprennent réellement de la façon dont elles doivent l'être. Évidemment, les kantiens orthodoxes ont immédiatement réagi contre ce type de réinterprétation qui consiste en gros à essayer d'obtenir quelque chose comme une réinterprétation physiologique de l'a priori. C'est bien ce que Helmholtz a essayé de faire,
qui oblige à identifier explicitement l'inné et l'a priori, alors que Kant tenait au contraire à les distinguer. Alors ce que Helmholtz n'accepte pas chez Kant est assez bien expliqué par Gary Hadfield dans un très bon ouvrage que je vous recommande, consacré à Helmholtz. Kant soutenait, dit-il, que l'applicabilité des axiomes de la géométrie à l'espace physique est assurée par la doctrine selon laquelle l'espace est la forme a priori du sens externe. Helmholtz, qui a interprété cette doctrine comme une assertion concernant la psychologie de la perception spatiale, a argué que le traitement nativiste que Kant donnait de façon erronée de la perception spatiale conduisait à sa doctrine également erronée, selon laquelle l'espace physique est nécessairement euclidien. Mais, soutenait Helmholtz, les développements récents en géométrie ont révélé que les axiomes d'Euclide étaient applicables seulement de façon contingente à l'espace physique. Donc, encore une fois, la question de savoir quels sont les axiomes géométriques qui s'appliquent à l'espace physique est une question qui n'est pas décidée a priori. Donc, les développements récents en géométrie ont révélé que les axiomes d'Euclide étaient applicables seulement de façon contingente à l'espace physique, et les développements récents dans la physiologie des sens ont indiqué que la forme particulière de l'intuition spatiale était acquise par l'expérience. Helmholtz s'est par conséquent trouvé en position de corriger Kant à la fois sur la psychologie de la perception spatiale et sur le statut des axiomes d'Euclide comme description de l'espace physique. Néanmoins, comme nous le verrons, alors que Helmholtz était en position d'arguer effectivement contre la position de Kant sur la géométrie de l'espace physique, le succès de son argumentation n'était pas fondé sur sa psychologie de la perception spatiale de la façon dont il croyait qu'il l'était. Donc, d'après Gary Hadfield, il faut distinguer ces deux aspects, mais je ne vais pas entrer dans ce genre de détails. J'ai déjà indiqué que les kantiens de stricte obédience ont accusé Helmholtz de s'être mépris sérieusement sur la théorie de l'espace et la conception de la géométrie que Kant avait cherché à défendre dans l'esthétique transcendantale. Au nombre des néo-kantiens qui se sont opposés le plus violemment à son interprétation et à sa critique, on peut citer Hermann Cohen. Hermann Cohen, qui, tout en lui rendant hommage pour le rôle qu'il avait joué dans le mouvement du retour à Kant, a rejeté catégoriquement toute conception qui cherche à identifier l'a priori kantien avec l'inné. En particulier un livre de Helmholtz dans lequel ce genre de conception est particulièrement développée, c'est Kants Theorie der Erfahrung, la théorie kantienne de l'expérience qui a été publiée à Berlin en 1871. Et dans ce livre, donc, Hermann Cohen conteste en particulier violemment donc, la tendance qu'on a à identifier l'a priori kantien avec l'inné. Et dans la deuxième édition, considérablement augmentée de cet ouvrage, qui est paru en 1885, il a défendu la philosophie kantienne de la géométrie contre les objections formulées par Riemann et Helmholtz à propos de l'application de la géométrie à l'espace physique, affirmant que tous les deux, Riemann et Helmholtz, se sont mépris sur le statut précis que Kant attribue à l'espace comme forme a priori de l'intuition et n'ont pas réussi à démontrer que si certains axiomes géométriques peuvent être utilisés pour la description de l'espace physique et d'autres non, il s'agissait d'un fait simplement contingent. Donc Hermann Cohen maintient la position kantienne orthodoxe d'après laquelle il s'agit d'une question qui peut être décidée a priori, pas une question empirique. La question de savoir quels sont les axiomes donc, géométriques qui s'appliquent, qui peuvent être appliqués à la description de l'espace physique. Je ne vais pas, vous vous en doutez, me lancer dans une discussion approfondie et détaillée d'une question aussi difficile et indécise que celle-là, c'est-à-dire est-ce que le kantisme pouvait être corrigé de la façon qu'a suggéré Helmholtz, ou bien est-ce qu'il ne le pouvait pas et devait être peut-être abandonné en conséquence de la découverte des géométries non euclidiennes. Alors, je n'ai en fait évoqué cette question que pour deux raisons. D'abord pour souligner à quel point il est difficile de déterminer de quelle façon et dans quelle mesure un système philosophique est susceptible d'être affecté par une découverte scientifique que son constructeur ne pouvait pas prévoir. La plupart du temps, donc, il est difficile de savoir avec précision
jusqu'à quel point un système est affecté réellement ou ne l'est pas dans ses fondements par une découverte scientifique. Et de ce point de vue, l'exemple que j'ai évoqué brièvement est tout à fait significatif. Hein. Très vite, on s'est posé la question dans quelle mesure une découverte scientifique telle que celle des géométries non euclidiennes est-elle susceptible d'affecter le kantisme. On vient de voir qu'il y a des kantiens tout à fait sérieux, comme Hermann Cohen, qui ont soutenu que le kantisme n'était affecté en aucune manière par cette découverte. Alors que Helmholtz pensait qu'il était au moins dans une certaine mesure, et qu'il y a eu également des gens qui ont pensé que cette découverte obligeait à envisager au moins la possibilité d'abandonner purement et simplement le kantisme. Ça, c'est le premier aspect du problème. Il y a un deuxième aspect du problème qui est le suivant, c'est qu'on ne peut probablement pas échapper à l'obligation de se poser à propos des systèmes philosophiques eux-mêmes un problème, une question du type suivant. Si on veut bien admettre qu'il n'est pas possible de dire en toute rigueur d'un système philosophique quelconque qu'il a été réfuté par des modifications intervenues dans l'état de nos connaissances scientifiques, est-ce parce que les systèmes philosophiques sont réellement irréfutables, ou bien parce que, bien que certains d'entre eux aient bel et bien été réfutés, la réfutation n'a pas été acceptée. Vous vous rappelez peut-être que Popper fait une distinction à ce propos entre le cas du marxisme et celui de la psychanalyse. Il soutient que le marxisme était réfutable et a été réfuté, même si la plupart du temps les marxistes orthodoxes en tout cas n'ont pas accepté la réfutation, mais il était réfutable. Non seulement il était réfutable, mais il a été réfuté. Tandis que la psychanalyse, à ses yeux, c'est tout à fait différent. La psychanalyse était et est restée irréfutable, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité, a priori en quelque sorte, de s'accommoder de n'importe quelle expérience, à première vue, récalcitrante. Alors, évidemment, dans les moments de malveillance, on peut avoir envie de se poser un peu la même question à l'égard de la philosophie. Certes, il n'y a pas d'exemple probant qu'un système philosophique ou une conception philosophique n'ait jamais pu être réfuté par un changement important qui est intervenu dans les sciences. Mais est-ce que c'est parce que les systèmes philosophiques sont, comme la psychanalyse, irréfutables, ou bien est-ce que ça ne serait pas plutôt parce que, bien que étant réfutables et quelquefois réfutés, ils réussissent néanmoins à échapper à la réfutation, notamment grâce à l'astuce dont sont capables de faire preuve leurs défenseurs. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi être tenté de se dire que une des caractéristiques des philosophes, pour utiliser à nouveau un langage popperien, c'est qu'ils excellent dans l'élaboration de stratégies immunisantes, comme ils les appellent, qui ont pour but d'assurer la protection des constructions philosophiques de toute nature, y compris quand elles sont en elles-mêmes peu fiables, contre toutes les menaces venues d'ailleurs et contre la réfutation en général. Autrement dit, il se pourrait après tout que les systèmes philosophiques ne soient pas intrinsèquement irréfutables, mais qu'ils trouvent seulement dans les faits le moyen d'échapper à chaque fois, par des procédés plus ou moins honnêtes, à la réfutation. C'est une éventualité que Villemin, je m'empresse de le dire, écarte résolument, parce qu'il pense que les systèmes philosophiques, pour des raisons qui n'ont rien d'accidentel, sont réellement irréfutables. Ils ne le sont pas simplement du point de vue subjectif de la psychologie, de ce qu'on pourrait appeler la psychologie de l'adhésion et de la croyance. Une deuxième conséquence importante qui résulte de l'indétermination est que, je cite, les concepts philosophiques, vous avez le texte sur l'écran, les concepts philosophiques conservent leur spécificité et leur autonomie relative en dépit de leur sensibilité à l'influence occasionnelle des événements scientifiques. Donc, ils sont susceptibles d'être affectés dans une certaine mesure par des événements scientifiques, mais ils conservent néanmoins ce que Villemin appelle leur spécificité et leur autonomie relative. Cette influence occasionnelle des événements scientifiques n'est pas en mesure de modifier intrinsèquement la nature des concepts philosophiques ou de les transformer en concepts susceptibles d'être considérés à partir d'un certain moment comme scientifiques. Donc les concepts scientifiques proprement dits restent philosophiques, même s'ils sont susceptibles d'être affectés
dans une certaine mesure, par des changements intervenus dans les sciences. Donc on a une situation générale qui peut être caractérisée de la façon suivante. Pour quelqu'un comme Villemin, les concepts philosophiques, les assertions philosophiques et les contenus philosophiques en général, même s'ils peuvent être affectés de temps à autre par des changements intervenus dans les sciences, ne cessent jamais pour autant d'être philosophiques. Et même si certains d'entre eux peuvent donner parfois l'impression d'être cautionnés, plus particulièrement par les sciences, dans leur état du moment, ils ne deviennent jamais pour autant scientifiques. Il n'y a pas d'espoir de voir la philosophie se transformer un jour en une science et le pluralisme disparaître. Ce qui est valable pour les lois scientifiques peut être étendu aux théories scientifiques elles-mêmes, et même en fait à toutes les institutions et à tous les événements qui sont le produit de l'histoire humaine. Aucune de ces choses, d'après Villemin, n'est en mesure de menacer réellement l'autonomie, au moins relative, qui doit être reconnue à la philosophie. Vous voyez, par exemple, ce passage, une classification qui garantit l'autonomie relative de la philosophie est obligée de maintenir le pluralisme des classes de systèmes face à une pression quelconque venue des faits. Donc, vous voyez, c'est une illustration de ce que je viens de dire. Quelle que soit la pression venue des faits, et notamment des faits que la science découvre, et il y a sans arrêt des faits nouveaux qui se présentent, quelle que soit la pression exercée par ces faits, la classification nous assure que l'autonomie relative de la philosophie et le pluralisme, qui est une propriété, une caractéristique constitutive de la philosophie, donc que ces choses-là seront maintenues, ces choses-là se maintiendront. En même temps, ajoute Villemin, puisque de nouveaux faits ne cessent jamais de constituer un défi pour la philosophie, les anciens systèmes reçoivent une vie nouvelle et on peut s'attendre à ce que de nouveaux systèmes apparaissent. Autrement dit, les classes de systèmes possibles sont déterminées a priori par la classification, mais les systèmes pris individuellement, j'avais déjà insisté là-dessus, les systèmes pris individuellement ne le sont pas, ne sont pas déterminés au départ. Il peut y avoir, et il y a constamment dans l'histoire de la philosophie, du nouveau et de l'imprévu, en particulier des systèmes nouveaux. Il pourrait sembler que plus on insiste sur la notion de système et sur le fait que dans un système philosophique, tous les éléments et toutes les parties se tiennent entre eux, donc plus on insiste là-dessus, plus on s'expose à devoir reconnaître que ce qui affecte un aspect particulier quelconque du système affecte nécessairement aussi le système dans sa totalité. Donc si on insiste, comme le fait Villemin, sur cet aspect, le fait que les systèmes philosophiques constituent véritablement un tout et exigent d'être traités comme des tout, alors tout ce qui affecte une partie risque d'affecter aussi inévitablement le tout. D'où la question, quand un système se trouve en difficulté, par exemple du fait d'une découverte scientifique nouvelle, quand il se trouve en difficulté sur un certain point, est-ce que ça ne va pas à peu près inévitablement entraîner le système tout entier dans le discrédit, hein. Est-ce que quand on touche à une partie, est-ce que ceux qui touchent à une partie, par exemple une réfutation, une difficulté apparente venue de la découverte de faits nouveaux d'une certaine sorte, est-ce que ça ne va pas menacer le système dans son intégralité ? Autrement dit, on pourrait avoir l'impression qu'un système philosophique qui se heurte aux défis représentés par une découverte scientifique qui apparemment le contredit, on pourrait avoir l'impression que ce système ne pourra pas être amendé de façon à être rendu compatible avec la nouveauté qui le menace. Il ne pourra pas être amendé parce que pour l'amender, il faudrait en quelque sorte l'abandonner et le remplacer par un autre. Et encore une fois, c'est une conclusion qu'on peut être tenté de tirer si on interprète de façon stricte cette idée que les systèmes philosophiques constituent réellement des tout et doivent être traités comme des tout. Mais en réalité, d'après Villemin, il n'en est rien. C'est une conclusion qui est erronée parce que, d'après lui, on peut et on doit distinguer dans un système philosophique ce qui est impliqué réellement par les choix initiaux et les principes fondamentaux sur lesquels il est construit et ce qui résulte seulement de façon accidentelle de certaines caractéristiques contingentes de l'état du savoir au moment considéré. Autrement dit, même si les systèmes constituent des totalités cohérentes et
unifié, il n'est pas vrai que tous les éléments qu'il comporte doivent être considérés comme étant exactement sur le même plan. Il y a, à l'intérieur d'un système philosophique, il faut faire une distinction entre ce qui est impliqué réellement par les choix initiaux, donc qui devaient être acceptés inévitablement, sur la base des principes fondamentaux qui avaient été acceptés au départ, et puis ce qui résulte de caractéristiques qui peuvent être considérées comme contingentes, comme plus ou moins contingentes, et notamment de l'état du savoir au moment où le système a été construit. C'est ce genre de choses que Villemin explique dans le passage que vous avez sous les yeux. Les situations scientifiques, dit-il, sont claires spécialement pour les gens qui les contemplent de l'extérieur. Il arrive donc toujours ou fréquemment qu'une idée scientifique, quand elle inspire un philosophe, amène avec elle des éléments accidentels, des impuretés, des distorsions et des surdéterminations qui encombrent les systèmes philosophiques. Donc les systèmes philosophiques peuvent comporter des éléments facultatifs et susceptibles d'apparaître par la suite comme des éléments dont on peut débarrasser, entre guillemets, le système. Une analyse critique doit alors séparer ce qui suit véritablement des principes suprêmes d'un système ou d'une classe de systèmes des conséquences qui sont dues à des circonstances contingentes et historiques. Dans les systèmes de Kant, par exemple, l'identité entre la possibilité de l'expérience et la possibilité de l'objet de l'expérience est interprétée comme impliquant la détermination complète des intuitions sensibles par les catégories de la raison pure. Cette interprétation, qui entraîne des concepts hyper étroits de l'intuition pure, est discutable et des amendements peuvent être proposés pour la critique de la raison pure aussi bien que pour la critique de la raison pratique, des amendements qui purifient le principe transcendantal suprême de ces habillements incidents. Les philosophies sont par conséquent vivantes parce qu'elles peuvent être indéfiniment réécrites. Donc vous voyez, non seulement les philosophies ne peuvent jamais être réfutées, à proprement parler, mais elles disposent en outre de cette capacité de revivre sans cesse, notamment à chaque fois que des faits d'un type nouveau et impossible à prévoir, que des faits d'un type nouveau fournissent une occasion de les réinterpréter et de les réécrire. En d'autres termes, les systèmes philosophiques sont, sous un certain aspect, discutables et réformables, mais ils ne sont pas, encore une fois, ils ne sont pas réfutables. La question de savoir ce qui est encore vivant et ce qui ne l'est plus dans le kantisme est une question qui a été discutée de façon très détaillée par Villemin, notamment dans un texte de 1974 qui est intitulé « Kant aujourd'hui ». Ce texte est reproduit dans le volume intitulé « L'intuitionnisme kantien », dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. J'ai dit que, pour Villemin, l'idée que la science moderne est en mesure de nous fournir une réfutation en bonne et due forme de certaines positions philosophiques qui ont pu paraître pendant longtemps défendables, mais ne le sont plus aujourd'hui, cette idée, et je dis, est, aux yeux de Villemin, une illusion pure et simple. Il ne peut par conséquent qu'être en désaccord avec un philosophe comme Bertrand Russell quand celui-ci écrit ceci dans son autobiographie intellectuelle, enfin le texte qui a été traduit en français sous le titre Histoire de mes idées philosophiques, en anglais c'est My Mental Development. Le travail qui est devenu pour finir ma contribution au Principia Mathematica, donc le monumental ouvrage qu'il a écrit avec Whitehead, le travail qui est devenu pour finir ma contribution au Principia Mathematica s'est présenté à moi en premier lieu comme une parenthèse dans la réfutation de Kant. C'est une parenthèse qui est plutôt qui est de bonne dimension, mais c'est assez remarquable qu'il ait pu rétrospectivement, donc au moment où il écrit son autobiographie pour le volume de Schilp qui lui a été consacré, il présente lui-même sa contribution au Principia Mathematica comme ayant été une sorte de parenthèse dans la réfutation de Kant. Russell et les logicistes, d'après Villemin, n'ont pas réfuté Kant, même si c'est ce qu'ils ont cherché à faire et peut-être même espéré avoir réussi à faire. Ils ont tout au plus montré, en s'appuyant sur la forme nouvelle qu'a prise la logique, grâce aux découvertes de Frege, que son système, le système de Kant, pouvait avoir besoin d'être modifié sur certains points. Pour en terminer pour aujourd'hui, je vais vous citer encore
un passage où il est question il s'agit de Maria Reichenbach, la femme de Hans Reichenbach, donc, qui fait il s'agit d'un commentaire qu'elle fait à propos d'un livre qui a été publié, de la traduction anglaise, pardon, d'un livre qui a été publié en 1920 par Reichenbach sous le titre Relativitätstheorie und Erkenntnis a priori, c'est-à-dire théorie de la relativité et connaissance a priori. Alors, dans l'introduction que la veuve de Reichenbach, Maria Reichenbach, a rédigée pour la traduction anglaise de ce livre, elle décrit de la façon suivante le comportement que Reichenbach a eu à l'égard de Kant, et qui est une illustration assez typique du genre de difficulté que peut éprouver un scientifique sérieux et un peu subtil quand il s'agit précisément de se prononcer sur une question comme celle de savoir dans quelle mesure des découvertes récentes, dans le cas précis il s'agit de théorie de la relativité, sont susceptibles de constituer une réfutation, ou ne sont pas susceptibles de constituer une réfutation de conceptions philosophiques qui, jusqu'à présent, avaient pu sembler tenables, mais peut-être ne le sont plus. Alors elle dit ceci, l'attitude de Reichenbach à l'égard de Kant était ambivalente. Elle oscillait entre l'admiration et le rejet. En fait, il n'y a pas de contradiction dans ces réactions. Deux raisons majeures les expliquent. La première, qui a été mentionnée plus haut, est qu'il n'a cessé que graduellement de chercher sa nourriture dans les conceptions kantiennes. La seconde est que, même après qu'il a compris pleinement les contradictions entre le système de Kant et la science moderne, et les a soulignées dans ses écrits, il voulait toujours rendre ce qui lui est dû aux philosophes dont il avait énormément appris. Alors, je vous parlerai un peu plus longuement de cela la prochaine fois, parce que c'est un exemple assez intéressant de l'attitude ambivalente, comme le dit la femme de Reichenbach, qu'un scientifique peut avoir sur ce point. Et le grand mérite de Kant, selon Reichenbach, est qu'il n'a pas emprunté le chemin qui mène de la spéculation au fait, mais plutôt le chemin qui mène des faits à la conceptualisation. Autrement dit, il s'est comporté comme quelqu'un qui était animé en profondeur par un esprit véritablement scientifique. Son point de départ, dit Reichenbach, n'a pas été un concept de connaissance fictif, mais le concept de connaissance créé et imposé par la science de son époque. Et c'est aussi ce que pensait Helmholtz quand il comparait la façon de procéder de Kant à celle de certains de ses successeurs comme Hegel et Schelling. Pour Helmholtz, il y a une coupure très nette entre Kant et les successeurs de Kant, en particulier Hegel et Schelling. Fichte encore à la rigueur, bon, mais Hegel et Schelling, là, aux yeux de Helmholtz, ça ne va plus du tout, et ça ne va plus du tout pour les raisons qu'on retrouve exposées par Reichenbach, hein, c'est-à-dire Kant est quelqu'un qui va encore des faits à la conceptualisation, alors que après lui, on a essayé plutôt d'aller, non pas même de la conceptualisation, mais devrait-on dire de la spéculation au fait. Alors, d'après ce que Reichenbach en est venu à penser au sujet de Kant, malheureusement, alors que ce qu'il voulait proposer était une analyse de la raison, il a proposé une analyse de la science de son époque. De nombreux scientifiques éminents du XIXe siècle, cependant, ont cru possible et ont essayé de réconcilier son système philosophique avec l'état plus avancé de la science de leur temps. Helmholtz, par exemple, comme je l'ai dit, a essayé d'élargir le système kantien de façon à y incorporer la conception de l'espace et de la géométrie qui résulte de la découverte des géométries non euclidiennes. Était-il possible cependant de tenter à nouveau une opération de ce genre au XXe siècle après la découverte de la théorie de la relativité? C'est le genre de choses dont j'aimerais vous dire quelques mots la prochaine fois, en vous parlant précisément de la façon dont Reichenbach s'est attaqué à cette question, hein, c'est-à-dire qu'en est-il du kantisme après la découverte de la théorie de la relativité? On verra que sa position a changé de façon considérable hein, sur ce problème. Il lui est arrivé de suggérer que que la théorie de la relativité avait porté un coup fatal au kantisme, puis également de suggérer au contraire comme l'a fait également Gödel hein, de façon tout à fait différente, de suggérer également que non seulement
la théorie de la relativité ne constituait en aucune manière une réfutation de la position de Kant, mais qu'elle en constituait au contraire plutôt l'achèvement. Je vous en dirai un peu plus là-dessus la prochaine fois. Je vous remercie de votre attention.